Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CFDE, c'est Français de l'étranger, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des Français installés aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, c'est direction Londres où nous recevons une personnalité incontournable de la communauté française au Royaume-Uni, entrepreneur, fondateur de crèche et école bilingue Montessori, conseiller des Français de l'étranger depuis plus de 20 ans et acteur majeur du tissu associatif francophone. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Olivier Bertin. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Olivier, merci d'être présent aujourd'hui avec nous et on se retrouve tout de suite après le générique. Olivier Bertin, bonjour. Bonjour Thierry. Alors Olivier, aujourd'hui vous résidez à Londres d'ailleurs depuis de nombreuses années. Alors moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur les débuts et savoir un peu ce qui vous a motivé justement pour venir à Londres. Alors j'ai noté dans votre bio que vous êtes arrivé à Londres en 1992. Ça Ouais, date, c'est pas hier, hein. en effet, ça fait un moment et je suis venu à Londres après mes études et je voulais repousser le plus longtemps possible l'entrée dans la vie active. J'avais pas vraiment envie de bosser. Donc je suis venu C'était à quoi les Londres. études alors justement, c'était quoi les études? Parce que vous avez évoqué le mot études. Bon, c'était pas grand. J'ai fait un peu de gestion, mais bon, D'accord. j'avais pas vraiment, j'étais pas très motivé par l'idée du travail à cette période. Donc je suis Ok. venu à Londres avec l'intention de passer une gap year, de passer un an ou 6 mois, enfin un bon moment. Ouais. Et j'avais pas l'intention forcément de trouver un job. D'accord. Et mais après quelques semaines, je me suis aperçu que mon projet n'est pas la route. J'avais pas l'argent pour tenir aussi longtemps. Donc j'ai trouvé un boulot. J'ai trouvé un boulot chez Burger King. C'était assez horrible. Euh, j'ai À ce jamais. point-là, c'était assez horrible. Oui, c'était épouvantable. J'ai jamais trouvé un travail aussi épuisant euh, et mal payé. Je me rappelle à l'époque, on gagnait 1,90 livre de l'heure. Ouais. Et quand on connaît le prix et le coût de la vie à Londres, c'est délirant. Donc, Complètement. et d'ailleurs, Londres est toujours une ville très chère. Malgré le fait que la livre sterling est un peu baissée, il n'en demeure pas moins que c'est quand même hors de prix. Oui, tout à fait. Donc ça a duré quelques semaines. Ouais, J'ai pas tenu plus de 3 semaines. d'accord. Et ensuite, j'ai eu de la chance. Je connaissais quelqu'un qui travaillait au lycée français et qui m'a annoncé sa démission et qui m'a dit c'est le bon moment pour aller postuler 10 minutes après que j'annonce ma démission. D'accord. C'était pas du tout préparé. Ça C'était s'est fait d'une absolument pas. manière. C'est D'accord. un hasard total. Et donc, D'accord. je me suis présenté au lycée en disant il me semble que vous cherchez quelqu'un. Je suis disponible demain. C'est Ah, comme ça, carrément. c'est comme ça que j'ai eu ce job de pion au lycée D'accord. français. Donc, vous êtes devenu pion au lycée français, le lycée Charles de Gaulle. Le Fameux lycée lycée Charles Charles de de Gaulle. Gaulle. À l'époque, il y en avait un seul et c'était le lycée Charles de Gaulle. Voilà, qui était à Kensington, C'est ça. pour le situer. Ouais, enfin, Alors, qui est toujours d'ailleurs, grand lycée de la partie de la banlieue ouest londonienne. Alors, là, vous devenez pion. C'est pas évident hein, d'être pion. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faisiez les études et vous surveilliez les élèves pour qu'ils faut fassent leurs devoirs. faut pas exagérer. Je pense que ça peut être très difficile dans certains établissements. Le lycée Charles de Gaulle, c'est plutôt un établissement privilégié pour le personnel. En tout cas, D'accord. ça l'était. Ah, vous êtes resté combien de temps? Combien de temps vous êtes resté là-bas au lycée français? Au lycée, 16 ans. D'accord. Mais 16 ans comme pion? non, 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 non. J'ai ensuite été prof de sport. D'accord. Et Donc là, on change complètement. Là, on ouais. part véritablement sur de l'enseignement, prof de sport, mieux payé, je suppose. Pas beaucoup, de toute façon, dans l'enseignement, tout est mal payé. Et comme je n'avais pas forcément de qualification pour être prof de sport, j'étais payé encore en dessous du tarif habituel des profs de sport. Donc, non, pas très, très bien payé. On sait que Londres, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est hors de prix. Donc, comment vous faites, Olivier? Ah, moi, je vis avec pas grand-chose. J'ai pas de gros besoins financiers. Euh, D'accord. Non, mais le logement coûte cher. Tout coûte cher. je donnais aussi beaucoup de cours particuliers. Je donnais des cours de maths. Euh, D'accord. et j'ai créé une agence de cours particuliers
enfin avec des amis. Et voilà, donc d'autres profs donnaient des cours et j'ai créé un premier business de cette manière. Donc là, vous commencez de plus en plus en fait à sentir le pouls de cette ville londonienne, de cette ville complètement différente de ce que l'on peut vivre en France. Et donc, vous devenez un adepte en fait de la vie londonienne. Oui, oui, je pense. Oui, oui, j'ai pris goût assez vite. J'ai pris goût assez vite. Le début a été plus difficile parce que, comme la plupart des gens qui arrivent à Londres, il y a le gros problème, c'est le problème du logement. J'ai dans un premier temps eu une colocation et franchement, je n'imaginais pas pouvoir vivre toute ma vie en coloc. C'était, j'ai très vite vu les limites. Donc, ça a duré 3 ans et ensuite j'ai eu une opportunité. En fait, il y a eu un crash de l'immobilier à Londres et j'ai pu acheter un logement, un petit logement, mais du coup, ça a été beaucoup plus facile d'imaginer un séjour plus long à Londres en étant logé décemment. Bien sûr. Alors, donc, vous restez dans l'enseignement. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas, vous êtes prof au lycée français, vous faites des activités parallèles, choses qui sont véritablement courantes en plus en Angleterre, un peu comme le logement, on peut vivre à plusieurs dans le même logement, bah, de la même manière, on peut avoir plusieurs activités. Ça, c'était moins bien compris en France à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus ouvert, on va dire. C'était une option, mais c'était pas si répandu que ça. C'était pas comme ça pouvait se faire aux États-Unis où c'était assez systématique d'avoir plusieurs jobs. C'était une possibilité, c'était pas quelque chose de si répandu que ça. Alors, j'ai vu évidemment en lisant votre bio que vous avez aussi pas mal d'activités associatives. Alors ça, j'aimerais bien effectivement que vous puissiez nous en parler. Puis après, évidemment, on va parler de l'aspect scolaire, du fait qu'évidemment vous avez créé avec d'autres partenaires euh, les petites étoiles Montessori. Ça, on va y venir. On a compris qu'on parlait de scolaire encore une fois, mais j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de l'aspect associatif. Oui, alors j'ai beaucoup d'activités associatives et de représentation aussi politique. Alors, mon activité associative la plus longue, elle date d'il y a une vingtaine d'années. À peu près une fois par mois, depuis 20 ans, j'organise des randonnées dans la campagne anglaise. Donc, on est en général, bon, l'hiver, on est une petite quinzaine, l'été, on peut être 50. On se retrouve en général dans une gare anglaise Ouais. et on prend le train ensemble et on fait une randonnée toute la journée et souvent on déjeune au pub. D'accord. Donc en fait, vous prenez le train, vous partez dans la campagne anglaise, très verte évidemment, et là, eh ben c'est parti Oui, pour un parfois. trekking. Hein? Combien de kilomètres? Ou combien Une de miles? Je ne quinzaine, sais pas. Enfin maintenant, si on parle en kilomètres, mais non, en parlant kilomètres, une quinzaine de kilomètres en général. Un peu moins l'hiver, un peu plus l'été. Et puis 1 ou 2 heures de pause pour le déjeuner au pub. donc c'est des journées bien remplies. Et donc, si des gens veulent y adhérer, veulent s'y abonner, pas de problème, ils vous contactent directement et ils peuvent venir vous rejoindre tous les dimanches. On a un site internet et il suffit de s'inscrire sur la mailing list. D'accord. Donc hyper simple. Donc Ouais. ça, c'était une de vos activités. Mais j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres aussi. Oui, 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 il y en a d'autres. Ouais, je suis représentant élu des Français de l'étranger, donc conseiller des Français de l'étranger. Et pour faire ce job correctement, faut connaître les électeurs, il faut connaître la population de Londres. Donc la chose la plus facile, c'est d'être actif dans des associations, d'aller aux événements d'associations et de rencontrer les gens. Ce que j'ai toujours fait très largement euh, dans, des, dans des repas, des conférences. Alors justement, avant de parler des Français de l'étranger, du fait que vous êtes conseiller des Français de l'étranger, vous êtes aussi dans certaines associations. Donc la French Walks, on en a parlé il y a quelques instants. Donc c'est pour les randonnées, mais vous êtes aussi à l'Union des Français de Grande-Bretagne. Oui, Euh, j'y étais très longtemps, j'y suis plus trop maintenant, mais c'est une association qui a beaucoup compté,
J'ai été vice-président pendant très longtemps de cette association. C'est une association qui a été créée en 1941, pendant la période de la France libre, avec des Français de la France libre, qui a la médaille de la résistance. C'est une des plus anciennes, c'est pas la plus ancienne, mais c'est une des plus anciennes associations françaises de Londres. Elle existe toujours, tous les mois, il y a des conférences organisées, mais il y a plein d'autres associations. Il y en a une autre que j'aime beaucoup qui s'appelle la Société nationale des professeurs de français. Alors, elle est un peu plus ancienne, elle a été créée par Victor Hugo. D'accord, c'est pas n'importe qui. Et eux aussi, tous les mois, organisent des conférences qui sont assez intéressantes en général. Donc, vous y participez? Chaque fois que je peux, oui. Alors, on a compris, vous êtes très, très engagé dans la partie associative, vous participez à pas mal d'événements, ce qui vous a amené il y a 20 ans à vous présenter comme conseiller des Français de l'étranger. Alors, il y a 20 ans, si je ne m'abuse, c'était la première élection, en fait, des conseillers des Français de l'étranger. Ah non, Ah non? non, je crois pas. J'ai été élu en 2001. D'accord. Et ça existait depuis depuis 81. En fait, ça s'appelait le Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui existait depuis très très longtemps, mais qui n'est devenu une assemblée élue qu'à partir de 1981, je crois. Si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas 100% sûr, mais il me semble. D'accord. Donc en 2001, vous décidez de vous engager. Donc vous constituez une liste en fait. Et oui, j'étais pas, c'est pas moi qui l'avais constitué. J'étais sur une liste et le titulaire a démissionné. C'est comme ça que je me suis retrouvé. vous êtes retrouvé élu. Donc en fait, on va l'expliquer quand même pour les personnes qui nous regardent. Être élu conseiller des Français de l'étranger, c'est un peu finalement comme un conseil municipal dans une commune. C'est un rôle un peu différent parce qu'on n'a pas forcément les mêmes pouvoirs d'administration, mais en tout cas, on a le contact direct en fait avec les Français qui résident dans la commune ou la région dans laquelle on est, et vous avez ce qu'on appelle des contacts privilégiés évidemment avec le consulat, avec l'ambassade de France, avec tout ce qui permet finalement de simplifier la vie pour les Français qui résident à l'étranger. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, le point le plus important, c'est que c'est un petit peu comme un conseil municipal sans aucun budget. Donc sans aucun pouvoir, sans aucun moyen d'action. À part ça, c'est comme un conseil municipal. Donc ça vous donne effectivement. On fait de la figuration. Ouais. Souvent, dans des soirées, on est invité pour représenter les Français. C'est plutôt sympathique. On a un verre de champagne. On a un rôle de contrôle aussi. On participe à plein de commissions consulaires qui attribuent des subventions, qu'elles soient sociales, des bourses scolaires, etc., pour les anciens combattants. Et les conseillers n'attribuent pas les subventions, mais veillent au respect des règles. C'est-à-dire que une fonction de contrôle. D'accord, c'est le rôle de contrôle, mais c'est aussi, si vous connaissez des personnes qui ont besoin, par exemple, d'avoir des bourses, vous pouvez effectivement la soumettre. Oui, bien sûr. On peut appuyer des dossiers qu'on pense vraiment importants. Donc, c'est quand même un rôle quand même prépondérant pour permettre justement d'avoir un rôle prépondérant vis-à-vis de la communauté. Donc, vous êtes quelqu'un qui est relativement actif au sein de la communauté, on l'a bien compris. Oui. Donc, j'ai lu aussi dans votre bio que vous vous êtes présenté en 2012, si je ne m'abuse, aux élections législatives. Oui, tout à fait. Je me suis présenté avec Europe Écologie Les Verts, que j'ai quitté peu de temps après. Cette période, en 2012, c'était la période où Europe Écologie Les Verts s'était ouverte sur le centre, à l'époque où il y avait Cohn-Bendit. Et peu de temps après, Europe Écologie Les Verts s'est recentré vers l'extrême gauche. Donc j'ai quitté. Voilà. Vous en gardez quoi comme expérience, justement, de cette campagne législative? Est-ce que, comment ça s'est passé? Parce que je ne recommencerai pas. Ouais, mais à part ça, ok, je recommencerai pas, mais bon, c'est quand même une belle expérience quand même. C'est du travail, c'est quelques mois de campagne. Les contraintes administratives sont énormes. D'accord.
sont absolument énormes. Les candidats ne peuvent pas acheter un ticket de métro sans que ce soit financé et payé par un mandataire financier. Donc, tout est compliqué. Il y a une interdiction pendant 6 mois d'utiliser son téléphone personnel parce que tous les téléphones liés à la campagne, les coups de fil liés à la campagne doivent être utilisés avec un téléphone spécifique. C'est très, très, très compliqué au niveau logistique. Donc, c'était lourd. Donc, bon, c'était une expérience, mais ça n'a pas été la meilleure expérience. Cela étant dit, il y en a d'autres qui En ont revanche, cette expérience et qui renouvellent cette expérience. j'ai eu un très bon résultat. J'ai eu plus de 10%. Ouais. Pour Europe Écologie Les Verts, c'était beaucoup, surtout quand on pense que quelques mois plus Eva Joly, à la même période, a eu 2%. Donc, ça montre que vous avez un bon. Alors, les gens ont voté pour vous ou ils ont voté pour les idées? Les deux, les deux. J'ai fait une campagne qui était, enfin, C'est dommage, je pensais que vous alliez me dire les deux, mon général, parce que comme le général de Gaulle était passé par, par Londres, je le ouais. rappelle, ça aurait pu effectivement. Bon, eh ben, vous l'avez pas dit. Bon, je l'ai dit pour vous. Non, j'ai fait une campagne beaucoup basée sur le fait que, et je suis convaincu que c'est ce que devraient faire les Verts et c'est ce qu'ils ne font pas forcément, qu'on on a une planète qu'on va transmettre à nos enfants et que on devrait être plus responsable sur beaucoup de sujets. Donc, j'ai pas mis l'accent sur toute une partie du programme qui me déplaisait, au niveau économique, par exemple. D'accord. Mais je pense qu'on ne peut pas se permettre de continuer de détruire notre planète comme on le fait si on veut la transmettre correctement. Et de la même manière, je dirais qu'au niveau économique, transmettre aux générations à venir des dettes, c'est pas non plus très responsable. Ouais, bah là, je pense Et qu'il y a ça, beaucoup de je personnes qui rentre peuvent pas du tout se. en ligne avec le programme des Verts en général pour ce genre de choses. D'accord. On ne rentrera pas dans cet aspect-là. Alors aujourd'hui, donc vous êtes toujours conseiller des Français de l'étranger. Vous le savez, et vous êtes bien placé pour le savoir, que dans quelques mois, on va avoir de nouvelles élections. Est-ce que vous avez décidé de vous représenter ou est-ce que cette fois-ci, après 20 ans, vous laissez passer le. Alors, entre les deux. Entre les Alors deux. c'est alors c'est quoi entre les deux, Olivier? Je vais me représenter, mais pas en tête de liste. Euh, D'accord. donc, je cède la place en tête de liste et je serai en position, je serai plus loin dans la liste. Mais Euh, éligible. et Éligible. éligible, a priori, pas forcément pour être conseiller consulaire, mais au moins pour être ce qu'on appelle délégué consulaire. Ce sont des postes où il n'y a pas de vraie fonction de travail, mais ce sont des grands électeurs. Ça permet de D'accord. participer aux élections sénatoriales, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'on le rappelle, parce qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, effectivement, que les conseillers des Français de l'étranger ont en même temps un rôle, comme d'ailleurs les conseillers municipaux, de pouvoir voter effectivement pour élire les sénateurs, souvent en fonction de leur appartenance politique. Mais bon, comme le vote est secret, après, on peut voter pour une liste différente de celle que l'on défend normalement. Tout à fait. Tout à fait. Il y a toujours des grandes surprises au moment des élections sénatoriales, et, parce qu'on arrive à retracer plus ou moins les votes, et on s'aperçoit qu'il y a des croisements. Il y a des croisements. Aujourd'hui, alors, vous allez vous présenter sur une élection Alors, je me consulaire. présente sur une liste qui est complètement indépendante, avec des Ouais. personnes qui sont de gauche, de droite, du centre, Donc qui à ont politique principalement. mais qui ont comme point commun d'être très impliqués dans la vie associative. D'accord, donc c'est la défense de la vie associative. En fait, vous êtes la société civile. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Donc en gros, c'est ça. Alors, donc on le sait, les élections vont avoir lieu dans quelques mois. Donc là, finalement, bah, on connaît déjà en tout cas le début de campagne que vous allez commencer à faire. Combien d'élus y a-t-il à Londres? Parce que forcément, ça a dû bouger, parce que pendant un moment, on parlait de plus de 350 000 Français qui résidaient en Angleterre, puis maintenant, on parle de 150 000 ou 200 000. Le Brexit a fait du mal. Alors, oui, mais alors, il y a 9 conseillers consulaires. Et il y D'accord, a environ, je crois qu'il y a 13 délégués consulaires. d'accord, Mais ça, j'en suis pas sûr parce qu'on les voit moins. Alors, la population française de Londres, c'est quelque chose de compliqué à estimer parce que mon avis, c'est qu'en effet, il y a une forte baisse avec le Brexit.
puis avec le Covid après. Mais ça s'est pas du tout montré dans les statistiques du consulat, puisque les gens, l'inscription au consulat n'est pas obligatoire. Et qu'avec le Brexit, les gens ont été inquiets et se sont inscrits massivement au consulat. Donc dans les chiffres, on a plus de Français maintenant qu'on en avait avant le Brexit. Ça, dans les statistiques du consulat. Mais je pense que c'est faux. Je crois qu'il y a eu une grosse hémorragie. Une grosse hémorragie. Alors justement, comme on parle du Brexit, on va en profiter. Ça donne quoi maintenant, quelques années après, l'après-Brexit pour l'Angleterre? Un désastre économique, Oui. plus assez de personnel, de l'inflation, dû au fait que beaucoup de services, les prix des services augmentent parce qu'il n'y a plus assez de staff pour les entreprises. Ouais, Parce que j'avais vu passer il y a quelques semaines, j'avais lu un article concernant celui qui prônait le Brexit depuis des années, qui est d'ailleurs député, je crois, en tout cas, où il siège au Parlement britannique, et, et de mémoire, eh bien, il me semblait qu'il y avait encore beaucoup de gens qui seraient prêts à voter pour lui. Ah ben, on parle de Farage, malheureusement, Exactement, et de l'extrême droite. exactement. Malheureusement, comme dans beaucoup d'autres pays, l'extrême droite monte. Oui, je ne pense pas que ce soit un vote rationnel. Je ne pense pas qu'on vote pour lui grâce au succès du Brexit. Comme de la D'accord. même Mais manière, ça, vous l'avez vu. Mais ça, vous l'avez vu de la même manière. c'est-à-dire. Vous l'avez vu, vous avez entendu qu'effectivement, il avait encore du succès, voire Ah oui, peut-être plus qu'avant, et il y alors a des qu'il grandes chances prône, que ce alors soit. que c'est lui qui a été le premier à prôner en fait cette séparation de l'Angleterre, de faire sortir l'Angleterre du système du système propre à l'Union européenne. Oui, mais Avec tout. oui, il y a des grandes chances qu'il soit d'ailleurs Premier ministre dans 4 ans. D'accord. Oui, je pense qu'on ne peut pas forcément, on le voit aux États-Unis, on ne peut pas Ouais. forcément faire confiance au bon sens des électeurs. Ok. Alors, ensuite, on va parler. Bon, on a compris effectivement que vous étiez aujourd'hui donc conseiller des Français de l'étranger. On a compris un peu plus le rôle que ça représente. Ça représente aussi beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel, sans être rémunéré. On le précise. Après, c'est une activité qui est prenante. Vous êtes en contact évidemment avec les Français pour leur faciliter en fait leur vie locale. Et vous êtes aussi avec les autorités, qu'elles soient britanniques ou les autorités françaises, pour faciliter un petit peu toute cette tâche. Après, vous avez créé, alors moi j'ai lu dans votre bio que vous avez créé une école, ou plutôt euh, des écoles pour Montessori. Comment ça vous est venu? Alors principalement basé sur la maternelle. Crèche et maternelle à partir de 6 Ouais, mois. d'accord, L'origine du projet, la personne qui a eu l'idée, c'était une ancienne élève d'accord. qui était au lycée français et qui a eu cette idée. Elle m'a contacté, elle m'en a Qui a mal parlé. vécu, qui a mal vécu sa période quand elle était en crèche et qui s'en rappelait et qui s'est dit Non, on non, va non, changer, non. on va faire différemment. Non, 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 je elle plaisante. avait des enfants qui avaient quitté la crèche, mais c'était une crèche qui fermait. Et il y avait D'accord, un besoin. Et donc, d'accord, elle m'a contacté parce que j'avais des contacts j'ai participé à un projet qu'on appelait Plan École. C'était un groupe, il y avait un groupe de travail de parents, de l'administration et des conseillers des Français de l'étranger qui réfléchissait à la création de nouveaux établissements scolaires ok. à Londres. Donc, elle m'a contacté parce qu'elle savait que je faisais partie de ce groupe. J'ai trouvé que le projet était intéressant. J'avais un ami qui avait, lui, créé une école bilingue Montessori quelques années plus tôt. D'accord, Donc, j'ai ouais. contacté et tous les trois, on s'est réunis. On a monté le projet de ces crèches qui s'appellent les Petites Étoiles. Ce sont des crèches bilingues Montessori. C'était des crèches bilingues Montessori. Maintenant, elles sont plus que bilingues puisque on fait du français, de l'anglais et du mandarin. Et du mandarin. Pourquoi le mandarin? Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons,
importante, c'est que c'est une langue extrêmement différente, qui n'a rien à voir avec nos langues européennes, et qu'en apprenant le mandarin, ça permet aux enfants d'avoir des fonctionnements ça permet un apprentissage très différent d'une langue extrêmement différente qui leur permettra par la suite d'avoir des capacités cognitives différentes pour d'autres sujets. D'accord. Ça donne une plasticité du cerveau, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas si c'est très correct, mais ça facilitera d'autres apprentissages. Ensuite, le mandarin, c'est une langue, si on n'a pas appris très très jeune, au moment où le cerveau peut apprendre des langues facilement, on n'arrivera jamais par la suite à comprendre toutes les nuances de la langue et tous les sons. Jusqu'à 5 ans, on peut acquérir des nuances de son. Au-delà de 5 ans, c'est trop tard. Donc, le chinois va devenir une langue mondiale, probablement la langue mondiale la plus importante après l'anglais. De plus en plus d'écoles font Pensez pas que c'est l'espagnol. Pensez pas que c'est l'espagnol. Au niveau économique, je pense que ça risque d'être le chinois. Au niveau économique, on est d'accord, mais Et en quantité aussi, en nombre d'habitants aussi sur la planète. Okay. Oui, ben ça, ils l'ont naturellement. Ouais. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc on parlait beaucoup d'écoles proposent du mandarin, des écoles privées, notamment, souvent les écoles prestigieuses. Et le fait d'avoir commencé très jeune, ça leur permettra de suivre des cours en mandarin par la suite plus facilement. Alors, ça se passe comment? Alors, par exemple, on dépose son enfant à la crèche ou on le dépose sur la partie comment ça s'appelle, en cours près la crèche, je trouve plus le terme. Vous allez m'aider. En maternelle, voilà. Merci Olivier pour votre crèche et maternelle à la fois. Voilà. Donc là, l'enfant va se retrouver. Alors, vous en avez 5 aujourd'hui, 5 écoles qui sont toutes à Londres. Ça représente plus de 250 enfants, si j'ai bien compris, et près de 110 employés. Ouais, c'est ça. Donc presque une personne pour 2 enfants, quasiment. C'est un peu le cursus. Alors, on dépose son enfant. Bon, évidemment, je suppose que c'est payant, mais ça veut dire que mon enfant va apprendre, on va lui parler en français, on va lui parler en anglais, et donc on va déjà jouer sur la partie cognitive, et on va lui parler en plus en mandarin. Oui, il y a des personnels qui parlent des langues différentes, et chaque personne, chaque adulte ne parlera qu'une seule langue aux enfants. Chaque adulte sera associé à une langue, ce qui permettra ce qui facilite beaucoup, ça évite une confusion de la part des enfants. Ils ont plusieurs langues dans la journée, mais chaque adulte est associé à une seule langue. Alors, en mandarin, par exemple, on commence, bon, personne ne parle, enfin très peu parlent mandarin à la maison, ça arrive parfois, mais ce n'est pas majoritaire. On commence avec des chansons, avec des chansons. Quand ils sont un peu plus vieux, on utilise beaucoup le temps du repas pour parler aux enfants, pour donner pour apprendre un vocabulaire alimentaire, et petit à petit. Donc ça va les éduquer. Ça va les éduquer. Et ça fait combien d'années que vous le faites aujourd'hui? Alors, ça dépend des écoles. La plus récente, ça fait 2 ans. Les plus anciennes, ça fait 5 ans, 6 ans. Ok, alors comme vous avez 5 ans déjà de recul, est-ce que vous avez déjà pu voir pour ces enfants qui ont commencé jeunes, quand ils rentrent ensuite dans des écoles privées ou publiques, mais en système, en cours élémentaire ou autre, est-ce qu'on note effectivement cette évolution, ce que vous avez pu dire? Est-ce qu'on a pu déjà le confirmer? Ah oui, c'est certain que ils ne parlent en principe pas couramment mandarin en sortant, mais ils commencent à avoir un vocabulaire, à avoir quelques expressions, ils peuvent chanter quelques comptines. C'est surprenant, hein. C'est impressionnant. À cet âge-là, avant 4-5 ans, les enfants sont comme des éponges pour apprendre des langues. Et alors, les enfants, alors vous avez 5 écoles, donc on le rappelle, ces 5 écoles sont donc dans différents lieux de la ville de Londres, parce qu'on rappelle que la ville de Londres, elle est très étendue, beaucoup plus que Paris, donc elle doit être dans différents quartiers, et puis on sait qu'évidemment se déplacer à Londres, c'est jamais très facile.
Est-ce que, comment réagissent justement les familles? Question, c'était, est-ce que les familles sont principalement des familles francophones, françaises, où là, effectivement, ils ont effectivement cette possibilité que l'enfant puisse déjà arriver tout de suite à cette culture anglophone, ou est-ce que ce sont des gens qui viennent de partout, qui sont même anglophones, qui sont anglais d'ailleurs? Alors, je dirais qu'avant le Brexit, on avait une majorité de familles en partie francophones, Ouais, ouais, et que maintenant, on a des familles qui viennent d'un peu partout. Euh, d'accord. la plupart des familles parlent plusieurs langues à la maison, mais pas forcément le français, l'anglais ou le mandarin. Donc les Euh, gens les mettent là pour qu'ils apprennent finalement ces langues complémentaires. ouais, en principe, c'est la démarche des parents qui sont conscients que ce sera un atout autant professionnel que personnel. Alors, Olivier, on parle de Montessori. Montessori, c'est à la fois décrié, c'est aimé, on entend de tout. Il y a des écoles Montessori aujourd'hui dans le monde entier qu'on retrouve. Alors, certaines sont affiliées effectivement directement à l'enseignement Montessori, d'autres le marquent, mais ne le sont pas complètement. Euh, mais ça, pourquoi avoir fait le choix Montessori? Alors, pour commencer, en effet, il y a beaucoup d'écoles qui se prétendent Montessori qui ne le sont pas, mais les nôtres ont toute une certification Montessori. Euh, alors, Montessori, ça peut être décrié surtout à partir du primaire ou surtout du collège. D'accord, Je crois qu'il y a un consensus pour la méthode Montessori en maternelle et en crèche. Euh, c'est une méthode où on essaie de donner un maximum d'autonomie aux enfants. Euh, on leur laisse souvent une, un choix qui est limité et orienté d'activité, c'est-à-dire qu'ils peuvent autogérer leur activité, ils peuvent la choisir. Bien sûr, ce qui est disponible est choisi par les enseignants et correspond à des objectifs qu'on propose aux enfants. Mais on travaille énormément sur l'autonomie, ce qui est vraiment efficace en maternelle. En supposant que on continue, les écoles Montessori par la suite, ça peut être plus gênant parce que les enfants sont épanouis, sont vraiment épanouis, mais à un moment donné, il y a une réalité et le retour à la réalité peut être difficile quand on a eu très peu de contraintes avant l'université, par exemple. ouais, alors on a vu que des personnes connues, reconnues parmi même les personnes les plus riches au monde, hein, pour n'en citer que quelques-unes, je crois qu'il y en a deux dans la liste des 5 premiers, sont passées par les écoles Montessori. C'est évident que c'est un atout énorme pour la créativité, pour la responsabilité. Oui, D'accord, je pense que c'est une très très bonne chose. Euh, En revanche, il y a très peu d'écoles Montessori à partir de 10 ans. d'accord, c'est plus compliqué. Là, il vaut mieux qu'ils retournent dans l'enseignement classique. Après, ça doit être un peu dur quand même pour l'enfant de passer d'un milieu où je fais tout, je peux tout faire et je m'amuse comme un petit fou à un truc où c'est quand même beaucoup plus rigide. Oui, c'est pour ça qu'en principe, on arrête le Montessori à partir du primaire. Euh, D'accord. donc, oui, Montessori, ça se fait plutôt pour les maternelles et les crèches en général. Ok. Alors, donc on a bien compris. Donc aujourd'hui, vous avez 5 écoles. Ça représente quand même près de 250 élèves, plus de 110 personnes. Donc c'est quand même une belle entreprise. C'est votre activité principale aujourd'hui. Oui, complètement. Donc finalement, c'est bien d'être passé comme pion au lycée français. Ça permet de rester dans l'enseignement et ça vous donne, en fait, ça vous a donné les éléments. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez finalement ce choix d'être venu vivre à Londres ou non, au contraire? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, c'est une Vous bonne aimez? expérience. Je pense C'est pas que une ça belle va. expérience. Oui, tout à fait. Je suis pas sûr que ça va durer pour toujours. Euh, il y a d'autres pays qui peuvent être intéressants. Et puis, comme pour tout, ça peut être bien de changer parfois. Cette année, je m'aperçois, ça fait 25 ans que je suis conseiller des Français de l'étranger. Je pense qu'il faut passer la main. Londres, je pense qu'à un moment donné, je vais en avoir fait le tour et j'aurai envie de faire autre chose. Alors, vous vivez à Londres depuis plus de 30 ans. Euh, Vous avez vu évidemment cette ville évoluer, cette ville changer.
côté positif, côté négatif. Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un Français qui arrive aujourd'hui? Justement, en plus, vous êtes conseiller des Français, donc rien qu'avec ce terme, quel conseil vous lui donneriez? Il y a déjà de moins en moins de Français qui arrivent, puisque pour, Mais bon, il y en a quand même. non, mais pour arriver, Rassurez-vous. il y en a, mais pour arriver, il faut avoir un visa maintenant. Donc, il D'accord, faut être envoyé par une entreprise qui prend souvent en charge l'installation, d'accord. qui aide beaucoup à l'installation. C'est pas systématique, mais c'est quand même assez fréquent. Moi, ce que je ne sais pas ce qu'il faut recommander. Ça dépend complètement. Il y a tellement de cas différents. Ça dépend si la personne va venir avec une famille, sans famille. Ouais, mais si elle vient avec une famille, quoi, dans quel quartier, dans quel logement, comment faire, l'intégration, le marché du travail, enfin voilà, il y a quand même plein de choses. Parce que bon, même si par exemple madame ou monsieur arrive avec un job, souvent ce sont des couples, le deuxième n'a pas forcément une activité à suivi. C'est principalement le cas. Donc dans ce cas-là, au bout d'un certain temps, bah, on s'ennuie. Ah, il Donc il y a des existe. choses. Non, 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 pas forcément. Si le conjoint ne travaille pas, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il y a une association qui s'appelle Londres Accueil qui propose plein d'activités tous les jours. Il y a une autre, il y a une autre structure qui s'appelle Frenchy Frenchy qui propose Ok. des activités aux Français qui arrivent à Londres, qui essaient de les socialiser. Il y a beaucoup d'offres. Je ne pense pas que ce soit une question d'ennui. En revanche, ce que je conseillerais, ce n'est pas une fois en arrivant, c'est avant de venir. Je conseillerais de vraiment étudier beaucoup de choses, d'étudier les options de scolarité, les quartiers, de s'assurer que les budgets sont suffisants. Parce que beaucoup de gens acceptent des emplois à Londres en se disant oh, le salaire est super, hein, mais certes, parfois sans avoir vraiment considéré les coûts qui vont avec. Donc, oui, moi, j'aurais plutôt tendance à donner des conseils avant de venir s'installer pour être sûr que c'est viable. Donc, si les gens sont intéressés par venir à Londres, ou en tout cas envisager de venir en Grande-Bretagne vivre, parce qu'on parle de Londres, parce que Londres est la ville principale, mais il n'y a pas que Londres en Angleterre, euh, on peut vous contacter, Olivier. Vous êtes facile à trouver. Relativement facile, oui. Après, je ne sais pas combien il y aura d'auditeurs pour cette émission, mais les gens qui ont un vrai projet peuvent me contacter sans problème. Alors, on a compris. Vous êtes, vous vivez la vie british aujourd'hui depuis 30 ans. Moi, j'aimerais bien savoir, avoir un peu les bons plans. Qu'est-ce qu'il y a à faire, où aller, quoi faire, où sortir le soir. Je sais pas quelles sont les petites recommandations que Olivier peut nous donner. Pas forcément les trucs avec des coûts totalement délirants, mais le petit resto du coin, l'endroit où là vous avez l'habitude d'aller, dans un market, dans un truc, voilà, ou une brasserie ou un bar totalement british. Alors oui, c'est vrai que Londres est cher, mais qu'il y a des activités pour tous les budgets. On peut vivre, on peut aller au restaurant à beaucoup moins cher qu'à Paris, par exemple. Euh, Donnez-nous le plan. J'aurais même tendance à dire qu'on mange mieux à Londres qu'à Paris, à Ouais, prix équivalent. d'accord. Je ne Euh, veux pas faire de provocation, mais oui, voilà, je crois que les Anglais sont plus créatifs sur la nourriture puisqu'ils n'ont pas vraiment de nourriture propre. Enfin, ils ont quelques petites choses, mais c'est assez moyen. Donc, ils sont ouverts sur la nourriture étrangère. Il y a beaucoup de nourriture fusion. Pour parler d'un endroit que j'aime beaucoup, j'habite dans un quartier qui s'appelle Brixton. C'était un quartier jamaïcain dans les années 60. Ça a été très célèbre en 1981 par ces émeutes qui ont même déstabilisé le gouvernement de Thatcher. Et qui maintenant est devenu un quartier un peu de bars, de restaurants. un peu bobo, un peu Un, bobo aussi. très, très bobo, oui. Très bobo. Ok. Et Donc, il y a un grand marché avec plein de petits restaurants qui sont très, très sympas. Et mon d'accord. préféré, c'est une crêperie bretonne gérée par des Brésiliens. Et donc, Crêperie bretonne gérée par des Brésiliens. voilà. Waouh. Et Ça, je. ils ont réinventé un peu les galettes au sarrasin en y mettant des produits brésiliens à l'intérieur parfois. C'est Ok. pas mal. Alors, c'est pas mal. C'est quoi le nom? Ah, le piège. Il se rappelle plus du nom. J'ai Il y oublié. va. Il y va. Bon, ça vaut.
Ça va peut-être vous revenir. C'est dans un endroit qui s'appelle Brixton Village, c'est facile à trouver. Donc Brixton Village, on tape crêperie française et faite par des Brésiliens. Et là, normalement, on devrait trouver rapidement. Sans Donc, problème. ok, donc ça, c'est un plan. Il y en a d'autres de plans, des bons restos, des endroits que vous pouvez nous recommander? Il y en a plein, il y en a plein. Il y a l'embarras du choix. C'est difficile d'en citer un comme ça. Ce soir, je vais dans une brasserie française. Ok, Une brasserie française qui existe depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Zedel, qui propose suivant les soirées, il y a un plat proposé. Ce soir, c'est du faisan. Demain soir, je crois que c'est de la choucroute. Enfin, c'est une vraie brasserie du type. et c'est où ça? Ça, c'est à Piccadilly. D'accord. Et entre Une salle, Brighton et... une salle de spectacle qui est associée, et je vais justement après un spectacle qui est proposé par une association française qui s'appelle Les Foristes. C'est un chœur à l'origine et qui fait aussi de la production de spectacles. Ok. Et vous avez parlé de l'endroit où vous vivez, effectivement, c'est pas trop loin du centre de Londres? Euh, de Piccadilly, Ouais, ouais. c'est 20 minutes Ah, en métro. en métro, oui. Ouais, ouais, obligé de se Mais ça, déplacer comme ça. pour Londres, c'est très raisonnable. Pour Londres, c'est plus que raisonnable, effectivement. Bon, bah, en tout cas, au moins, on a déjà une vision un peu différente. Au moins, on vous connaît déjà beaucoup mieux, Olivier, parce que les gens vous côtoient, les gens vous rencontrent. Mais le but, effectivement, c'était que vous puissiez un peu vous livrer d'une manière un peu différente. J'ai un peu quelques questions qui sont des questions signatures, on va dire, de ces Français de l'étranger. Euh, Qu'est-ce que la France vous a appris ou qu'est-ce que maintenant l'Angleterre finalement vous a appris? J'en sais rien. Rien. Bon. Non, j'ai pas dit rien. J'ai dit je ne sais pas, j'en sais rien. Euh, Alors qu'est-ce que le Royaume-Uni vous a je offert? pense que quand on vit dans un pays, on est très influencé Bah oui, par le pays dans lequel on vit. Donc j'ai sûrement été influencé. J'ai sûrement été très influencé par les Anglais, peut-être par. par la conduite, par la conduite. Non, Rouler à l'envers. non, Non, absolument pas, parce que je sais conduire ni en France ni en Angleterre. Euh, d'accord. donc ça pas du tout. Non, je pense que les Anglais ont une courtoisie euh, qu'on n'a pas en France. Et je crois que petit à petit, je m'y habitue. Et quand je rentre en France, je suis assez surpris par comment les gens sont directs pour être désagréables. C'est-à-dire que vous trouvez que dans le travail, par exemple, les gens sont moins violents dans les rapports Tout à fait. professionnels que les Les, gens que l'on peut avoir en France où on a des propos et des attitudes beaucoup plus tranchantes. Tout à fait. Ça, c'est certain. On peut dire la même chose, mais avec un grand sourire, qui est tout aussi désagréable avec le sourire en Angleterre. Euh, il y a aussi quelque chose, à mon avis, qui est extrêmement important en Angleterre. C'est que sur le lieu de travail, il y a une tolérance zéro sur tout ce qui est discrimination et racisme. Et que la moindre dérive dans ce sens-là fait que le licenciement est immédiat sans préavis. Bien sûr. Les gens ont une retenue sur leur lieu de travail qui conserve à l'extérieur. Donc, on n'entend pas de propos racistes, on n'entend pas de propos homophobes, pas de propos antisémites. Mais ils existent quand même. Ben, je ne sais pas si ça existe, mais le fait déjà de ne pas les banaliser, c'est important. Et quand je rentre en France, je suis vraiment choqué par ce que j'entends. Et il faut dire que les différents maires de Londres marquent aussi justement par cette culture. Ouais. Le maire actuel est d'origine indienne et musulman. C'est Et, ça. je trouve Bah, ça on me dirait formidable. maintenant à New York aussi. Hein, New York euh, aussi, c'est un peu comme avec New York. donc, ok. Par ailleurs, on a bien compris. Donc, effectivement, si c'était à refaire, vous l'avez exprimé tout à l'heure, vous l'avez dit oui, je referais. Ce serait toujours l'Angleterre ou si c'était à refaire, vous penseriez aller ailleurs? Ce serait maintenant. Ouais, Maintenant, je ne vais plus en Angleterre. Quand je suis arrivé en Angleterre,
tout le monde arrivait. C'était une ville, Londres était une ville super dynamique avec Ouais, plein de gens qui arrivaient. Et c'est ce que je retrouve maintenant plutôt à Lisbonne. d'accord. Euh, Quand je vais à Lisbonne, je m'aperçois que beaucoup de gens arrivent, alors que finalement à Londres, beaucoup de gens partent. D'accord. Euh, Donc, si je vous posais la question entre Londres ou Lisbonne, maintenant vous me répondriez Lisbonne. Il y a 20 ans, Probablement, il y a 20 ans, vous m'auriez dit Londres. tout à fait. OK. Et si je rajoute le troisième, Paris? Non, pas Paris. En revanche, Non, pas Besançon Paris. peut-être. D'accord. Parce que vous êtes de Besançon. On a bien compris. OK. Et puis enfin, moi, j'aimerais bien que vous puissiez effectivement donner un message finalement aux Français qui nous regardent. Euh, Qu'est-ce que vous leur diriez pour des gens qui ont peut-être envie demain de vivre une expatriation? Alors, Qu'est-ce que vous leur direz? Faites-le, ne le faites pas. Euh, Faites-le, vous risquez rien, quoi qu'il en soit, même si ça va pas, vous pourrez toujours revenir. Enfin voilà, je sais pas. je Qu'est-ce que pense que vous leur diriez? les expatriations, ça apporte toujours quelque chose, où qu'elles soient, qu'il ne faut pas hésiter à le faire, mais qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Une expatriation, en principe, ça se prépare, surtout si ça implique un déplacement avec des enfants. Sans enfants, à la limite, pourquoi pas, même sans préparation. La majorité des gens que vous avez côtoyés sont venus vivre à Londres. Ils sont restés plusieurs années à Londres, je suppose, Alors, où vous avez vu des gens qui ont fait des courts passages. Et deuxième question, les personnes qui sont venues ou qui sont restées, est-ce qu'elles ont été satisfaites de leur vie à Londres ou est-ce que, au contraire, elles se sont dit, ouais, bof, c'est pas pour nous, on va ailleurs. la plupart sont venus à Londres pour 6 mois, 1 an, et sont restés. Ouais, Euh, d'accord. donc, ils n'ont pas été déçus immédiatement. En revanche, beaucoup sont partis au moment du Brexit. Ils se sont dit, il n'y avait pas d'obligation, tout le monde pouvait rester, il n'y avait pas de contrainte. On avait des autorisations de résidence, mais beaucoup se sont dit finalement, ils ne veulent pas de nous. Est-ce qu'on est là pour les loyers bon marché? Est-ce qu'on est là pour les écoles pas chères ou les transports faciles? Les transports en commun faciles. Et puis la réponse pour pas mal de personnes, ça a été non, et il y a eu beaucoup de départs à ce moment-là. Euh, donc globalement, les gens que j'ai rencontrés, c'est pas systématique, mais d'après mon expérience, les personnes qui sont venues ont été satisfaites, sont restées assez longtemps, mais une bonne partie est repartie au moment du Brexit. Bon, en tout cas, on sait que vous avez rencontré des milliers de personnes, donc je pense que votre avis est un avis primordial, prépondérant. Bon, en tout cas, Olivier Bertin, merci beaucoup déjà de nous avoir consacré du temps, d'être venu prendre la parole aujourd'hui dans Ces Français de l'étranger, de nous avoir parlé évidemment de votre vie telle que vous l'avez vécue, telle que vous la vivez aujourd'hui au quotidien. Votre vie qui est riche, riche à la fois sur l'aspect professionnel, riche sur l'aspect associatif. Donc, on le rappelle aussi aux gens que les gens peuvent vous contacter, ne serait-ce que pour aller faire de la rando le week-end, mais aussi s'ils ont besoin d'avoir des conseils pour venir vivre à Londres ou en Angleterre, ou en tout cas, si même ils sont déjà sur place, avoir peut-être besoin de conseils complémentaires. On le rappelle aussi que vous avez des écoles Montessori pour des enfants qui sont à la fois à la crèche et en maternelle. Et en tout cas, j'étais ravi de pouvoir vous avoir. On a bien compris qu'aujourd'hui, bien, vous souhaitiez vous mettre un petit peu en retrait, mais que vous allez rester toujours actif en tant que conseiller des Français de l'étranger. Merci beaucoup, Olivier Bertin. Et un dernier mot. On vous le laisse, le mot de la fin. Oh, j'ai pas de mot particulier. Merci de m'avoir invité. Merci Thierry. Voilà. Merci à vous. À très bientôt, Olivier, et bonne chance pour les futures élections et pour les futurs engagements que vous allez encore avoir dans les mois et les années à venir. Merci. Bonne journée.